Bonsoir à toutes et à tous. Merci de vous être connectés nombreux ce soir pour le deuxième format webinaire de la Société médicale de l'Institut Arnaud de Sanck. Je laisse tout de suite la parole à notre intervenant, Dr Jean Santuc-Rigal, chirurgien orthopédiste. C'est à vous. Merci. Donc, nous allons parler ce soir de la rhizarthrose dans un premier temps et ensuite de l'arthroscopie de poignet. Ce sont des spécialités, évidemment, de chirurgie de la main que j'ai pu développer pas mal dans mon expérience bordelaise. Alors, on va faire très court, très simple, très pragmatique, très pratique. Je ne vais pas vous sortir des séries, les 250 cas déjà faits ou autres, ça n'a pas d'intérêt. Surtout, de manière très simple, il faut savoir quand opérer, pourquoi opérer et comment opérer, qu'est-ce qu'on peut proposer. Il y a tout un arsenal de solutions thérapeutiques précessives à la chirurgie, qu'elles soient reconstructrices des axes ou prothétiques. Donc en pratique, qu'est-ce que je fais devant une rhizarthrose? Je vais vous parler des principes généraux, la genèse de l'arthrose et le rôle essentiel du médecin en médecine anti-âge. Il faut concevoir cela comme une offre thérapeutique globale. Le rôle du médecin généraliste, rhumatologue est essentiel. Il faut que tout le monde se comprenne et qu'on trouve les meilleures solutions pour les patients. Je vais bien sûr évoquer avec vous ce que l'on peut attendre de la chirurgie, les différentes techniques possibles, et surtout l'importance de bien visualiser, expérimenter, bien comprendre la demande du patient. Car autrefois, la chirurgie de la hanche n'existait pas, il n'y avait pas de prothèse de hanche, il y avait des boiteux parmi les personnes de plus de 70 ans dans la rue. On se souvient tous de cela quand on était enfant. Plus personne ne boite dans la rue alors qu'il y a 5 fois plus de patients de plus de 70 ans à se promener. C'est un petit peu le même principe pour la rhizarthrose. Il y a des solutions pour que les personnes âgées puissent tourner les clés dans la serrure, tenir le bouquin, le journal et fonctionner correctement. Point très très important sur lequel je voudrais aussi insister, la prise en charge du terrain. C'est quelque chose auquel je tiens dans ma pratique professionnelle quotidienne. On ne peut pas envisager la chirurgie sans savoir chez qui on la propose et quel est le terrain de la personne que l'on opère. C'est un peu comme un horticulteur qui planterait un arbre dans un terrain inadapté. Je ne plante pas, en tant qu'horticulteur amateur, un pin maritime dans une terre marécageuse. Je ne plante pas un saule pleureur dans la dune du Pilat. Il faut adapter la thérapeutique au terrain que l'on travaille. Ou l'inverse, préparer un terrain à une chirurgie, c'est également important. Le sevrage tabac, évidemment, fait partie de ces choses absolument indispensables. Alors, la rhizarthrose, c'est tout simplement l'arthrose de la rhize, de la racine du pouce. Hein. Donc, c'est la trapézométacarpienne essentiellement. Il y a aussi, bien sûr, des atteintes de la médiocarpienne, donc de la STT, la scaphotrapézo-trapézoïdienne. Vous verrez que l'on peut parfaitement, et ça a été prouvé de longue date maintenant, trouver des solutions thérapeutiques de libération de la trapézométacarpienne, même quand il y a une STT. Il n'est pas nécessaire, il n'est plus nécessaire de faire des trapézectomies systématiques lorsque l'on a une atteinte de la STT dans le même temps qu'une atteinte de l'ATM. Alors, qu'est-ce que la clinique d'une rhizarthrose? C'est tout simplement des douleurs. Le patient se plaint de douleurs, de diminution du secteur de mobilité, de diminution de la force au pinch, la pince tripode, la pince pouce index, la pince digitale fine. Il se plaint également lorsque la rhizarthrose a pris un caractère un petit peu ancien, d'une déformation avec ce fameux pouce en Z que vous voyez sur l'image en haut à droite, qui signe déjà donc une rétraction de la première commissure avec une perte de mobilité. Il va y avoir une compensation pour l'ouverture du pouce et pour pouvoir accomplir la prise. Il va y avoir donc un allongement de la plaque palmaire de la métacarpophalangienne qui va perturber considérablement le patient. Alors sachez que lorsque l'on opère une arthrose à ce stade, ou un stade d'ailleurs préférentiellement un peu antérieur, ce pouce en Z, en fait, cette hyperextension de la MP qui marque un caractère avancé de la rhizarthrose régresse assez spontanément, de façon assez rapide. Il n'est pas nécessaire de pratiquer un quelconque geste chirurgical à ce niveau. Alors, il peut y avoir bien sûr des kystes synoviaux, des extrophies ostéophytiques, des compressions tendineuses. On ne voit pas de compression nerveuse sur les branches dorsales du nerf radial. Le pouce abductus, c'est ce que vous voyez là.
Mais ce qui importe, c'est l'interrogatoire. Il faut, alors je parle surtout des patientes, parce que c'est bien sûr la rhizarthrose post-ménopausique, hein, qui survient 5-6 ans après la survenue de la ménopause. Hein. Donc ce sont les gestes et actes de la vie quotidienne qui sont perturbés. Tourner une clé, ouvrir une fenêtre, saisir un livre, lire le journal. Ce sont des crises douloureuses de plus en plus fréquentes, avec un gonflement, une tuméfaction. Alors on met une orthèse, on essaye de calmer le jeu, mais ça reprend, ainsi de suite, jusqu'à une dégénérescence arthrosique majeure, stade 4. Alors, il faut bien sûr évaluer la gravité de l'atteinte fonctionnelle, l'intensité des douleurs, le rythme de répétition des crises. Très important, toutes les rhizarthroses ne sont pas douloureuses. On peut très bien voir quelqu'un pour la première fois pour un stade 4 avec un pouce adductus, alors que la personne ne s'est pas plainte. Alors, ça tient bien sûr à la tolérance à la douleur, également à la demande fonctionnelle qui est variable selon les personnes. On opérera assez systématiquement toutes les hanches coxarthrosiques stade 4, puisque le retentissement sur la vie est essentiel. On ne peut plus sortir de chez soi, on aura une stabilité en appui unipodal de mauvaise qualité. Autant une rhizarthrose n'entraîne pas de gêne aussi marquée. C'est de la fonction plus que de la vie, hein, littéralement. Donc, cliniquement, on va rechercher les amplitudes articulaires, l'antipulsion, la rétropulsion, l'adduction, etc. On cote évidemment les degrés, les amplitudes. On va regarder bien sûr le volume articulaire. Il y a souvent des paquets de synovites, et surtout, alors c'est la force au pinch. Et le plus important, j'insiste là-dessus, le grinding test. Il s'agit de prendre le pouce de la personne et pousser dans l'axe et bouger. Si l'on sent un crissement, un craquement, cela correspond à une arthrose de stade 4, une disparition complète de tout revêtement cartilagineux, et à ce moment-là, l'heure chirurgicale a sonné, la personne va se plaindre considérablement de sa rhizarthrose si elle a encore gardé des secteurs de mobilité. Bien sûr, si la rétraction capsulaire a fait que la personne n'a plus beaucoup de secteurs de mobilité, la gêne sera beaucoup plus faible, mais la sanction fonctionnelle sera majeure avec le pouce adductus, la rétraction de la première commissure et finalement la perte fonctionnelle. Alors bien sûr, on va demander des clichés radiographiques, c'est très simple, c'est du face et du profil vrai, c'est-à-dire qu'il faut que le rayon X soit perpendiculaire ou parallèle évidemment à la tablette inguéale du pouce, centrée sur la trapézio-métacarpienne, et on va voir, voici une atteinte majeure, avec un trapèze qui reste encore d'une trophicité correcte, mais vous voyez les becs ostéophytiques considérables sur les côtés. Ici, c'est le bec de traction du ligament oblique antéromédial. La densification de l'os sous-chondral, les géodes, on est en stade 4, il y a une subluxation, mais c'est encore opérable, bien évidemment. La trophicité du trapèze étant bonne. Alors, quels sont les rythmes évolutifs, quelles sont les étiologies également de ces rhizarthroses? Eh bien, elle peut être bien sûr primitive, c'est le cas le plus fréquent avec le vieillissement articulaire. Plus rarement, elle fait suite à des lésions articulaires traumatiques anciennes, cette fameuse fracture de Bennett, donc la fracture luxation de la base du pouce avec un petit fragment. Vous connaissez tous cette entité. Alors, c'est quelque chose qui est évidemment éminemment chirurgical. Il faut opérer toutes les Bennett à gros fragments. Voilà, c'est très, très important de reconstruire une continuité cartilagineuse parfaite. Il y a bien sûr aussi des formes dysplasiques, donc ces formes secondaires à une dysplasie chez la femme jeune qui commence à user son articulation trapézio-métacarpienne parce qu'il y a une dysplasie trapézienne. Le trapèze étant très vertical, il y a un effet de cisaillement de l'articulation, les contraintes étant dans ce sens-là, ça va glisser vers le haut, moins de surface de congruence d'appui entre le métacarpien et le trapèze, donc plus d'usure, et donc ça se détruit. C'est dans ces cas-là, bien sûr, que l'on peut effectuer une double ostéotomie de réaxation. Je vous en parlerai tout à l'heure. Alors, classiquement, c'est la couturière qui est exposée. Pourquoi? Parce que tout simplement, elle travaille beaucoup avec ses intrinsèques pour saisir l'aiguille. Et donc, ça fait une subluxation dynamique. Hein. C'est comme si l'on créait une dysplasie, finalement, de façon artificielle par la gestuelle pratiquée. Dans les formes de début, toujours avoir l'œil attiré sur les ténosynovites de De Quervain. Souvent, une ténosinoïde de De Quervain peut être le signe d'un début
de subluxation de la trapèze métacarpienne par le fait que, tout simplement, il y a un moment de l'angle qui fait que la traction dans le tunnel, dans le premier compartiment dorsal des extenseurs est plus importante, et d'où une friction plus marquée. La genèse de cette ténosynovite de De Quervain, ou ténosynovite du premier compartiment dorsal des extenseurs. Il faut savoir, c'est très important, que à peu près 1/5 des femmes font une rhizarthrose, mais 1 sur 5 seulement en souffrent. Et parmi celles qui en souffriront, 80% peuvent être améliorées par le traitement médical. Comme je vous le disais tout à l'heure, cette arthrose est parfois bien tolérée malgré des destructions importantes qui sont surprenantes parfois sur les radios lorsque l'on découvre une rhizarthrose d'une manière tout à fait anecdotique, enfin par hasard pour un autre bilan. Et paradoxalement, ce sont les formes radiologiques peu évoluées qui sont parfois mal tolérées. Alors, quel traitement? Bien sûr, traitement conservateur au début. Tant qu'on n'a pas de greening test, vous l'avez compris, on ne doit pas changer l'articulation. Tant que le greening test n'est pas positif. Le principe, c'est bien sûr diminuer les causes de dégradation, rechercher, et j'insiste beaucoup là-dessus, c'est le rôle quand même du médecin, c'est de rechercher le traitement de la cause. Alors, des causes exogènes, le poste de travail, la position, le geste fautif, bien sûr la prophylaxie des traumatismes, l'intensité de la charge mécanique, donc ce sera bien sûr du repos. On prescrit une orthèse pour limiter le temps d'usage et d'usure et de souffrance, ce qui fait que quelqu'un qui va porter une orthèse pendant 5-6 heures dans la journée tolérera son arthrose. Progressivement, avec l'usure, cette orthèse sera portée de plus en plus souvent, et il est clair que lorsqu'elle doit être portée en permanence, qu'elle ne suffit pas, même portée 24 heures sur 24, à soulager le patient, il y a évidemment des solutions thérapeutiques plus efficaces. Alors les causes endogènes, là c'est de la médecine anti-âge, ou de l'anti-aging médecine, c'est le vieillissement articulaire, le stress oxydatif, avec tout ce que vous en savez bien sûr, le tabac bien sûr au premier chef, les tableaux inflammatoires chroniques, la ménopause, l'imprégnation hormonale modifiée, etc. Alors on va soulager le patient avec bien sûr des antalgiques, des anti-inflammatoires, qu'ils soient naturels ou non stéroïdiens, éventuellement l'infiltration. Les traitements de fond, c'est le repos, bien sûr, les contrôles-protecteurs, la décoaptation, la viscosupplémentation, la kinésithérapie, je vais vous en parler tout à l'heure. Les orthèses, je vous l'ai dit, c'est évident. Donc, ce sont des orthèses en général thermomoulées sur mesure que l'on fabrique au centre, SOS Main à Impérial, ou à côté ici. Elle limite les amplitudes, donc ça met l'articulation évidemment artificiellement au repos. Elle est utile tant qu'il y a encore un revêtement cartilagineux. Alors voilà une orthèse du commerce et voici une orthèse sur mesure. On a tendance à privilégier celle-ci. Il y a des modèles longs qui prennent le poignet comme celle-ci, qui bloquent complètement, et puis des modèles un peu plus courts qui sont plus compatibles avec une vie active, efficace et utile. Alors la place de l'infiltration, elle existe bien sûr. Elle va assécher la synovite. Donc, elle va avoir un effet salvateur sur la douleur. Ça calme la douleur, c'est bien évident. Il n'y a pas a priori d'effet sur la reconstruction cartilagineuse. Et il n'y a jamais eu de publication, semble-t-il, qui ait prouvé qu'il puisse y avoir un effet délétère de cette infiltration. C'est-à-dire que la cortisone n'entraîne pas la destruction du cartilage. L'expérience prouve tout de même que le fait de soulager la personne va très logiquement lui faire utiliser son articulation de façon un tout petit peu plus intense et reproduire plus rapidement l'effet de destruction cartilagineuse. Donc, ce qui est important, c'est de rester bien sûr en intra-articulaire, piqué en une seule fois. Et il faut une asepsie rigoureuse, un masque, c'est pas la peine d'avoir de gants, mais il faut surtout ne pas cracher sur l'aiguille lorsque l'on pique pour éviter bien sûr l'arthrite. L'asepsie doit être rigoureuse, etc. Vous savez tout ça. Elle est utile parce que, évidemment, en stade flegmasique, en hyper douloureux, c'est efficace, mais ça n'a pas d'effet durable. Il faudra bien sûr faire une mise au repos de cette articulation dans les suites, donc il n'y a pas d'infiltration sans orthèse. Dans les faits, on est un petit peu désappointé de devoir dire au patient, c'est souvent ce que l'on entend malheureusement, que l'évolution de son arthrose est inéluctable. Et c'est d'autant plus désolant que le patient est jeune.
Alors, quelle est la place des injections intra-articulaires d'acide hyaluronique? Elle existe, bien sûr. Il y a même des études qui ont pu montrer que l'effet est moins rapidement efficace, évidemment. Il est moins instantané que l'infiltration cortisonique, mais des cures de 3 injections d'HA à 15 jours d'intervalle sont efficaces. Ça a été prouvé dans de très nombreuses études. Donc, on va bien évidemment avoir une attitude conservatrice maximale, mais évidemment, il y aura des solutions chirurgicales. La prothèse, c'est en dernier recours, bien évidemment. Alors, c'est une course de vitesse, cette arthrose qui se déglingue. C'est une course de vitesse entre les capacités de reconstruction et la dégradation cartilagineuse. 6 mois, 1 an de traitement conservateur donne souvent l'impression de jouer au Danaïde. Hein. Vous voyez, il faut absolument boucher les trous du tonneau si on veut le remplir avec les jarres. Cette très jolie fresque l'illustre bien. Mais une fois que l'arthrose est en marche et que un processus de destruction produit par l'articulation elle-même est en route, cette évolution malheureusement est inéluctable. Il ne faudra pas laisser passer l'heure chirurgicale, qu'elle soit conservatrice avec un changement des axes, comme je vous l'ai indiqué et comme je vais vous le montrer dans une diapositive, dans quelques diapositives, ou que ce soit évidemment la prothèse. Alors, quelles sont les actions médicales possibles? Évidemment, améliorer le terrain, l'hygiène de vie, le tabac, la nutrition, stimuler les mécanismes de défense et de reconstruction du cartilage articulaire avec l'apport de composants naturels du cartilage aux effets structuromodulateurs et anti-inflammatoires. Donc tout ce qui est anti-inflammatoire naturel, que ce soit le ginger, le gingembre, la pagophytum, etc. Bien sûr, la glucosamine et la chondroïtine sulfate, 400, 100 mg, donc c'est les préparations qui existent, le cartilage de queue de raie, l'aileron de requin, tout ça c'est important, la chitine, les coquillages, les crustacés, surtout les coques de crustacés, les queues de crevettes, broyées, pourquoi pas. Le soufre, les acides aminés soufrés contenant, qui sont importants pour constituer le collagène et le glutathion, qui est un système antioxydant majeur. La vitamine C, bien sûr, a donné largue à Manu, y compris, bien sûr, chez les fumeurs, puisqu'elle est très largement consommée par les fumeurs. Le manganèse, qui est un antioxydant, en tout cas un cofacteur enzymatique de la superoxyde dismutase mitochondriale, ça limite la dégradation radicalaire, c'est indispensable à la fabrication du collagène, etc. Je ne vais pas vous ennuyer avec ces questions de micronutrition que beaucoup de médecins connaissent maintenant de façon très claire. Et puis, bien sûr, désacidifier l'organisme, puisque l'on sait bien que ça déminéralise. Alors, Hippocrate l'avait dit, c'est mon petit couplet sur la nutrition. Hein, la nutrition sera ta première médecine. C'est très, très, très important. Et tout le monde, actuellement, il y a énormément de publications sur le sujet. Hein. Alors, on ne peut pas se contenter de prescrire des anti-inflammatoires non stéroïdiens. Je ne vais pas vous embêter avec ces publications, il y en a plein d'autres. On a pu montrer très largement, c'était la première étude à l'époque de Robertsa en 2006, que la mobilisation continue de certains de segments cartilagineux greffés favorise la synthèse de prostaglandine 4 par les chondrocytes. Donc, il faut bouger pour entretenir le cartilage. Il ne faut pas laisser une articulation arthrosique bloquée. Ça, on le sait dans l'expérience quotidienne. Laisser quelqu'un bloqué au niveau de son articulation trapézio-métacarpienne alors qu'elle a une fracture du radius, c'est condamner l'articulation. Il faut absolument dégager les pouces lorsque l'on fait un plâtre de poignet, surtout si la personne est rhizarthrosique. Donc oui, on sait bien que alors ça c'est les rhumatologues qui connaissent ça beaucoup mieux que moi. On va passer un petit peu sur tout ça. La viscosupplantation, on en a parlé. Donc l'idée c'est j'aime bien cette idée du concept de l'arthrose symptôme, qui est le premier signe d'un vieillissement global. Et souvent, la rhizarthrose est la première focalisation de l'arthrose. Donc c'est quelque chose qui pourrait peut-être considéré comme un symptôme de vieillissement, et il faut s'attaquer, et c'est le rôle du médecin de santé, positive, de prévention, que de s'occuper de cela. Il faut réduire toutes les causes d'inflammation, la surcharge graisseuse, le leaky gut syndrome, syndrome d'intestin poreux, bien sûr, les foyers infectieux dentaires en particulier, etc., etc. Le statut hormonal, pourquoi pas proposer des traitements hormonaux substitutifs, et bien sûr faire un bilan anti-âge standard, mais ça c'est du domaine évidemment du médecin. Alors, qu'est-ce qu'il faut faire? Est-ce qu'il faut privilégier l'entretien de la biologie cellulaire ou
s'attaquer par de la kinésithérapie, par une ostéotomie bipolaire ou par une orthèse, une orthèse et une prothèse même. Est-ce que, grosso modo, c'est de la médecine ou de la chirurgie? Il faut absolument faire les deux. Le médecin doit connaître les techniques chirurgicales proposables à son patient et évidemment, le chirurgien doit connaître aussi les solutions médicales qui peuvent fonctionner. Une petite dia sur la kinéthérapie, très important. On va faire de la décoaptation, on va faire de la mobilisation trophique. Je vous ai expliqué qu'il faut que les articulations bougent et pour que le cartilage vive. Le cartilage vit par l'imbibition du liquide synovial. Donc, s'il n'y a pas de mobilisation, de brassage de ce liquide synovial, il n'y aura pas de reproduction des chondroblastes. La physiothérapie, bien sûr, toutes les techniques que connaissent bien les kinésithérapeutes spécialisés en kinésithérapie de la main, de chirurgie de la main. Bien sûr, l'épargne articulaire, la prévention des erreurs de gestuelle, le médecin du travail dans l'entreprise, la gestion du port des orthèses de repos et de fonction, l'étirement des coaptateurs, c'est le complexe long abducteur court extenseur, donc ce qui crée la tension axiale et la compression, les contraintes en compression dans la trapézométrie. On considère aujourd'hui que la mobilisation du pouce, elle se fait par les extrinsèques ou les intrinsèques, et il est clair que c'est évidemment qu'il faut privilégier la mobilisation du pouce par les intrinsèques pour recentrer la base de la première, du premier métacarpien. Donc c'est cette sangle constituée en avant par le court abducteur du pouce et en arrière par l'adducteur qui fait qu'il y a un recentrage. C'est un petit peu la même philosophie mécanique que l'épaule, hein, avec les recentreurs dynamiques de la gléno-humérale. Alors les solutions chirurgicales, bien sûr, la double ostéotomie de réaxation. Je vais vous montrer une petite dia tout à l'heure, juste après. La détente tendineuse, on a pu prouver, c'est Fouché qui avait montré ça à l'époque, que l'un des composants du complexe LACE est très fréquemment retrouvé sur les 2-20 et peut parfaitement être sectionné pour diminuer la contrainte en compression. C'est une solution conservatrice qui peut être proposée. Moi, personnellement, je ne l'ai jamais fait. Les ligandoplasties, retendre les ligaments distendus, c'est aussi un vœu pieux parce que ce n'est pas quelque chose qui fonctionne de façon, ça a été publié, mais il n'y a pas de résultat efficace. Le plus important, c'est la double ostéotomie de réaxation chez la femme jeune. Alors, bien sûr, c'est la prothèse totale de rhizarthrose qui souvent est amenée à être effectuée. Je ne pratique quasiment plus de trapézectomie. Vous voyez ce qui se passe. Il y a un raccourcissement considérable de la colonne du pouce avec une perte des mobilités, une perte de force avec un effet savonnage qui fait qu'il n'y ait pas d'implant anchois ou silicone ou autre, d'implant spesseur. On a un résultat fonctionnel qui est très mauvais. J'ai repris des quantités de patients quand j'étais à Bordeaux, d'un plasticien qui mettait des prothèses en silicone, une prothèse de Swanson. Les patients étaient ravis du résultat que j'obtenais de l'autre côté quand je devais les opérer de l'autre côté. Alors, je pratique ce questionnaire IOMED, ça c'est de la micronutrition, je vais passer là-dessus. Et voilà les techniques. Voilà la prothèse Maya que j'utilise, qui est la prothèse la plus posée dans le monde. C'est un développement que l'on doit au professeur Comté de Lyon, qui malheureusement nous a quittés. Sinon, ici, vous avez une radiographie d'une patiente que j'ai opérée, d'une double ostéotomie. Vous comprenez que l'on sectionne le métacarpien, la base du métacarpien avec un triangle à sinus latéral, et en ouvrant le trapèze, on va coincer ce petit triangle, ce petit camembert, pour rétablir des axes corrects et que ça travaille bien dans l'axe. Voilà, c'est le résultat post-opératoire. Voici donc la prothèse Maya, qui est celle-ci, qui est une prothèse segmentaire. On dispose maintenant de cupules absolument illuxables, des pièces intermédiaires, comme pour la hanche. C'est tout à fait remarquable. J'en ai posé une d'ailleurs ici même mardi. Et là, vous avez des prothèses type pyrocardan, hein, qui sont en pyrocarbone, avec une forme de sel. J'en ai posé quelques-unes, c'est pas mal. Chez les patients jeunes, il y a plus d'effets de conservation. Attention, la technique n'est pas si simple que ça. Il peut y avoir des luxations. J'en ai jamais eu parce que je fais très gaffe, mais c'est pas quelque chose que les suites sont quand même plus longues. Voilà, c'est quelque chose qui est quand même moins répandu dans la communauté des chirurgiens de la main français. L'arthrodèse
très peu. Moi, je n'ai jamais fait d'arthrodèse, je dois l'avouer, mais c'est une solution qui pourrait être proposée dans certains cas, bien évidemment, surtout pour restaurer la longueur. Donc voilà la conclusion, un petit peu en forme de gageur. Hein, la chirurgie, quelque part, c'est l'échec de la médecine. C'était pour insister sur les aspects micronutritionnels conservateurs. Donc il faut favoriser la régénérescence tissulaire naturelle et respecter les éléments, un peu comme l'Occitane en Provence, qui, j'espère, participera avec succès au prochain Vendée Globe. Voilà, je vous remercie. On passe à la prochaine. On passe à la prochaine directement, si vous voulez. Je regarde au cas où s'il y a des questions. J'ai mis un petit message. N'hésitez pas à poser des questions si vous en avez via le chat. On va passer à l'autre présentation. Qui va être plus rapide. C'est celle-ci. C'est celle-ci. C'est tout bon. C'est parti. Donc, quelques mots sur l'arthroscopie du poignet. Alors, l'historique, ça a débuté dans les années 80. C'était bien sûr, comme toutes les procédures chirurgicales d'arthroscopie des différentes articulations, des techniques orientant plutôt dans un sens diagnostique. Puis, on s'est mis évidemment à intervenir de façon plus chirurgicale et efficace. L'avènement de ces techniques d'arthroscopie de poignet tient au fait que les fibres optiques sont devenues de plus en plus petites et nous avons maintenant donc l'arthroscope de 2,7. Sachez que au niveau d'un coude, d'une épaule ou d'un genou, c'est de l'arthroscope de 4,5. Donc 2,7 ou 2,5 pour le poignet. On a même des arthroscopes de 1,9 et je crois même de 1,7 pour aller dans les petites articulations métacarpophalangiennes. Certains même se sont hasardés à faire des arthroscopies d'IPP. Alors les principes, c'est de la chirurgie ambulatoire, on procède par bloc axillaire, le patient ne dort pas, il a ses écouteurs avec la musique préférée dans les oreilles, on décoapte par une traction que vous voyez ici, par doigtier japonais ou un dispositif quelconque sur une colonne de Whipple, bon, peu importe, et on utilise deux voies principales, la voie 3-4, donc entre le troisième compartiment et le quatrième compartiment dorsal des extenseurs étant évidemment les tendons extenseurs communs des doigts, et entre le quatrième et le cinquième compartiment, vous avez la deuxième voie. Donc ça permet d'explorer très correctement la totalité de la radiocarpienne. On va pouvoir aussi passer dans la médiocarpienne, donc par les voies ici, VR et VU, qui sont évidemment utilisées. Alors moi personnellement, je ne fais que deux voies cutanées et à 1 cm, on peut décoller la peau pour explorer la médiocarpienne avec les mêmes voies que les voies radiocarpiennes, ce qui fait 2 incisions et non pas 4 incisions. Ce sont des toutes petites incisions de 4 à 5 mm pour admettre l'arthroscope et sa chemise ou le shaver. Donc, qu'est-ce qu'on voit? On voit le scaphoïde, on voit cette scaphoïdienne du radius, on voit les ligaments principaux ici, et de l'autre côté, bien sûr, le carrefour ulnocarpien. Alors, pour simplifier, je vais vous parler de façon très claire et très simple de pathologies extrêmement fréquentes. Le kyste synovial, donc qu'est-ce que c'est? C'est tout simplement l'expression extra-articulaire d'une synovite intra-articulaire sous l'effet de la pression due à l'inflammation, au trouble intra-articulaire. L'épanchement intra-articulaire a tendance à sortir à l'extérieur. C'est exactement comme la même chose qu'un kyste poplité, sauf que le kyste poplité part en arrière dans une zone fragile. On ne va pas opérer un kyste poplité, sauf si vraiment il est compressif. On traitera la cause de ce kyste poplité, qui est souvent, évidemment, un trouble méniscal, une fente méniscale, à l'origine d'une inflammation intra-articulaire. Donc là, c'est la même chose. Il ne s'agit pas de traiter le kyste synovial sui generis lui-même. Il s'agit de traiter non seulement ce kyste, mais sa cause. D'où l'importance de l'arthroscopie. Donc, ce sont souvent des femmes jeunes, avec une certaine souplesse. On parlait autrefois de poignet douloureux chronique de la jeune fille. C'était une entité nosologique qui a complètement éclaté aujourd'hui, bien sûr. Alors, la clinique suffit. Il faut toujours demander une radiographie simple, face et profil de poignet, pour ne pas passer à côté d'anomalies radiologiques type kyste intra-osseux, disjonction scapholinaire, fracture du scaphoïde ancienne ou autre. L'échographie n'a un intérêt que pour caractériser une lésion ligamentaire susceptible d'être réparée. Trop souvent, malheureusement, elle est faite pour confirmer la présence du kyste synovial. On ne l'a fait en pratique que s'il y a un doute diagnostique par rapport à une tumeur pleine qui pourrait être un rhabdomyosarcome, enfin, ou en tout
qu'un sarcome des tissus. Chose extrêmement rare. Le kyste synovial cliniquement est extrêmement simple et facile à diagnostiquer. Alors, la disparition de ce kyste est fréquente. Il n'est pas question d'opérer tous les kystes qui se présentent, bien évidemment. En pratique, je n'opère que les kystes qui durent depuis plus de 4 mois et qui sont source de douleur, de perte de force ou de craquement intra-articulaire. Si l'un de ces signes existe, que la personne demande à se faire opérer, la demande est recevable. Donc, on va procéder évidemment par arthroscopie. L'avantage de l'arthroscopie par rapport à la chirurgie à ciel ouvert, c'est que, eh bien, on voit la cause, qui est souvent une disjonction scapholinaire ancienne, qui va donc, vous savez que le kyste, que le ligament scapholinaire, qui est essentiel, hein, puisque c'est lui qui va guider le jeu articulaire normal entre l'unité scapholinaire et l'auvent du radius au-dessus. Donc, toute perturbation de la continuité de ce condyle carpien va avoir un retentissement sur l'auvent radial. Et l'on va parler, dans le cas d'une disjonction scapholinaire dissociative ancienne, de SLAC wrist, donc c'est le Scapholinate Advanced Collapse, donc c'est le collapsus de la première rangée par rupture du ligament scapholinaire. Donc, bien comprendre que des quantités de disjonctions scapholinaires existent qui ne sont pas dissociatives. Il suffit d'un traumatisme ou d'une répétition de traumatisme en flexion dorsale, mauvaise réception. Personne qui n'a jamais fait de judo quand il était jeune, c'est important de faire du judo à vos enfants pour leur apprendre à chuter. Et donc, on va avoir une déchirure du ligament scapholinaire d'arrière en avant. Le segment postérieur est plus exposé que le segment antérieur parce qu'il est moins résistant. Il résiste à 300 newtons, alors que le segment antérieur résiste à 400 newtons. Et il va se déchirer d'arrière en avant comme un velcro. Et on pourra donc avoir une lésion non dissociative, c'est-à-dire que le contact entre le smilunaire et le scaphoïde sera toujours identique à lui-même et il n'y aura pas d'aspect inquiétant sur les radiographies et pas de dizzy, mais il y aura quand même une déchirure de ce ligament en partie postérieure avec des ligaments associés en arrière sur la capsule qui ont été bien décrits récemment. Et ces ligaments-là peuvent ne pas cicatriser parfaitement et constituer des battants de cloche intra-articulaires qui, lors de la mobilisation du poignet, vont perturber le jeu articulaire et déclencher une souffrance cartilagineuse, d'où la libération de cytokines locales relayées par les terminaisons nerveuses locales, les sensations de douleur, épanchement parce que forcément ça retentit par une inflammation qui tente de réparer les lésions, et ainsi de suite, d'où l'hyperpression intra-articulaire, l'émergence du kyste synovial, etc. Donc, les autres indications, alors en quoi consiste le jeu chirurgical? Eh bien, c'est bien sûr faire les mêmes gestes qu'à ciel ouvert, une synovectomie intra-articulaire, puisqu'il ne s'agit pas simplement d'enlever le kyste, mais d'enlever le pied du kyste, faire une capsulectomie en timbre-poste pour désormais qu'il y ait une communication plus aisée et qu'il y ait moins de risque de récidive. On va réséquer les plicas, les débris ligamentaires, les bâtons de cloche intra-articulaires, faire une réparation, le cas échéant, s'il est nécessaire de réparer un ligament. Il faut savoir que il ne devrait plus y avoir de chirurgie du kyste synovial en France et dans le monde à l'heure actuelle sans arthroscopie, puisque le risque de récidive à 5 ans sur les grandes séries est beaucoup plus faible, de l'ordre de 5%. Et moi, je vous avoue que j'avais moins de récidive quand j'étais à Bordeaux, parce qu'on avait une équipe de kinésithérapie, de kinésithérapeutes à qui, en fonction des lésions, on indiquait de faire un certain nombre de travail musculaire, en particulier sur les extenseurs radio du carpe, pour compenser l'excursion postérieure de la tête du scaphoïde en cas d'instabilité scapholinaire. Et ça marchait très bien, on avait très très peu de récidive. Donc, porter l'orthèse quelques temps pour que les effets du shrinkage, parce qu'on va gratter un petit peu les structures ligamentaires dont on souhaite qu'elles se rétractent, et on va immobiliser un tout petit peu pour que ça puisse prendre le temps de se rétracter, et associé à un renforcement des extenseurs radio du carpe. Ça marchait très bien, c'est le protocole qu'on avait mis en place, le protocole DSL que j'avais mis en place avec M. Rousseau à l'époque, qui a été publié d'ailleurs. Donc la place de la kiné est très importante, c'est un recentrage actif, c'est exactement le même principe que le recentrage glénohuméral avec le couple deltoïde-adhéseur que vous connaissez bien sûr. Donc les autres indications, alors il y a plein d'indications, j'ai voulu vous parler du kyste synovial, je vais vous parler ensuite très rapidement de la Waffer procédure, mais on peut traiter une fracture articulaire, une fracture du scaphoïde carpien, contrôler le vissage, on opère même maintenant des pseudarthroses du scaphoïde carpien avec apposition de spongieux prélevés
sur place sur le radius, toujours sous bloc axillaire, toujours en ambulatoire, avec des instrumentations spécifiques. On peut bien sûr réinsérer un ligament scapho-ulnaire, on peut contrôler le passage des broches, on peut faire des styloïectomies du radius, on peut faire bien sûr des Waffer procédures avec des réparations du complexe fibrocartilagineux triangulaire ou une résection de la tête de l'ulna. Donc voilà des images d'une fracture que j'avais faite, qui a été contrôlée, vous voyez comme quand c'est réduit, ce que ça donne, voilà, avec un embrochage ou un vissage à double pas. Voici maintenant, du côté ulnaire, une atteinte dégénérative de la tête de l'ulna avec une rupture centrale dégénérative du ligament triangulaire, avec en regard en miroir la lésion du trichétrum, de chondropathie du trichétrum ici, pardon, et du lunatome ici. Donc, vous voyez que ce sont des choses qui sont des indications à réséquer cette tête de l'ulna qui est trop courte, qui est trop longue, pardon, donc avec un syndrome d'ulna longus. Donc, on peut faire un accourcissement de la tête de l'ulna, non plus à ciel ouvert, mais sous arthroscopie, exactement comme on fait une acromioplastie à l'épaule. Donc, c'est une belle alternative au Sauvé-Capongui. J'avais fait des publications sur les raccourcissements de cubitus qui restent parfois indiqués, mais c'est vrai que les indications ont considérablement diminué et il y a peut-être une dizaine d'années que je n'ai pas fait d'intervention de Sauvé-Capongui. Voilà. Donc voilà une procédure. Je pense qu'on doit pouvoir faire marcher la diapo. C'est pas sûr que ça marche. Il y a un petit film que j'avais mis en route. Ça ne va pas fonctionner, je crois. Ça ne fonctionnera pas. Voilà. Donc en conclusion, l'arthroscopie est devenue un outil absolument indispensable pour le chirurgien qui s'occupe de chirurgie de la main ou du poignet. C'est une technique délicate, assez rigoureuse, qui demande une pratique régulière, mais elle est faiblement iatrogène. Il y a un champ énorme pour le kyste synovial qui ne doit pas être opéré différemment. Elle résout des quantités de problèmes de carrefour secondaire, carrefour ulnocarpien secondaire à des fractures de radius avec effet de raccourcissement. Alors, elle était encore confidentielle, mais maintenant, c'est de pratique absolument courante. Il n'y a absolument aucun souci. Je vous remercie. Docteur, merci beaucoup pour cette présentation très riche et très intéressante. On va déconnecter. Toujours pas de questions. On vous dit merci de vous être connectés et à très bientôt pour la prochaine société médicale en mode webinar. Merci, bonne soirée à vous, au revoir.